Ronnie Broman, alors on évoquait tout à l'heure la relation humanitaire-militaire. Il ne s'agit pas de refaire un débat sur ces questions-là, mais du point de vue du représentant d'ONG que vous êtes, est-ce qu'il y a eu une évolution quand même des pratiques entre les différents acteurs de terrain, et, par exemple les militaires, mais aussi les personnes sur le terrain elles-mêmes, les gouvernements, etc. Est-ce que quand même en 30 ans, on a évolué dans les pratiques, on a aujourd'hui des codes de conduite sur ces questions de protection des personnels et des victimes? Oh, des codes de conduite, oui, on en a, il y en a même pas mal, il y en a trop, à mon avis. Enfin, personnellement, moi, je considère que dès qu'il y a un code de conduite, ça fait un de trop. Donc, c'est pas tellement là-dessus. En revanche, les évolutions, elles sont absolument énormes et elles sont de plusieurs ordres. Elles se situent à... Enfin, ce serait même l'objet d'un 5 à 7 en soi, sans doute, d'essayer de voir comment les choses ont évolué. Mais disons, il y a une évolution des pratiques dans le sens d'une meilleure structuration, d'une plus grande professionnalisation, avec naturellement ces effets aussi, ces effets fâcheux. Il n'y a jamais d'évolution qui soit entièrement positive. Mais dans l'ensemble, il y a des savoir-faire, des formes d'organisation qui ont considérablement évolué. Et puis, vu de l'extérieur, disons, vu d'ailleurs que d'un point de vue d'organisation humanitaire, on s'aperçoit qu'il y a une reconnaissance de fait, indépendamment de textes, de déclarations, d'engagements, mais une reconnaissance de fait des acteurs non étatiques comme étant des acteurs à part entière, enfin en tout cas dignes de considération, et en particulier des acteurs humanitaires. Donc se présenter aujourd'hui devant un gouvernement, un colonel, je dis pas ça pour vous, disons un chef militaire en général, et en se réclamant d'une ONG humanitaire, de préférence une ONG humanitaire connue, ça facilite les choses, mais même si elle ne l'est pas, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 30 ans. Moi, quand j'ai commencé avec MSF dans les années 70, arriver quelque part en disant Médecins sans frontières, on me demandait pourquoi c'était pas la Croix-Rouge, quelle était la différence. Et puis, si je parlais d'humanitaire, je voyais un œil, enfin des sourcils perplexes se lever. Le mot même d'humanitaire, qui n'a rien de nouveau, il a déjà près de 200 ans, mais son emploi, son usage vraiment très, très étendu, voire même envahissant, comme le faisait remarquer Pascal tout à l'heure, ça c'est une nouveauté qui nous renforce, parce que se réclamer d'une démarche humanitaire, c'est invoquer un objet qui est devenu familier, tandis qu'il était très exotique il y a encore peu de temps. Donc ces évolutions-là, à la fois les évolutions des pratiques et de l'efficacité des pratiques, mais l'évolution du terme, de la compréhension, de la reconnaissance, donc finalement d'une plus grande ouverture vis-à-vis des acteurs humanitaires en général, ça c'est la partie, disons, dans l'ensemble positive. Ça peut aller aussi à l'Arche de Zoé, que Christian connaît bien, et à toutes sortes d'autres pratiques, évidemment, qui ne sont pas recommandables. Mais si on élimine un peu non pas les détails, mais disons les à côté, finalement assez marginaux, on s'aperçoit que cette tendance d'ensemble, ça a été un développement très positif. Mais j'insiste sur le fait, parce que je ne voudrais pas avoir l'air de vanter une sorte d'évolution qui serait la réponse aux problèmes qu'on pose. Ça n'empêche pas, parce qu'il y a des effets de taille, il y a des effets de commensurabilité, ça n'empêche pas du tout que le problème de l'accès aux soins en général, de la perception d'une carence, et Dominique avait tout à fait raison de rappeler que du côté des populations, il y a des attentes, il y a des exigences qui sont de plus en plus fortes, d'une certaine manière, qui sont porteuses de quelque chose de puissant, à mon avis, mais qui n'a pas de traduction aujourd'hui. Cela, ces zones blanches sanitaires dont on parlait également, tout ça, ça fait partie de la réalité également. Donc l'évolution du paysage humanitaire, le renforcement et la multiplication des organisations humanitaires sont une chose, et on le voit bien à Haïti, au Darfour, dans des endroits où ça peut rendre de très très grands services, mais dans le quotidien, en dehors des zones de crise, disons que ça n'a pas changé grand-chose. En revanche, dans les zones de crise, et en dépit du sujet qu'on traite aujourd'hui, il me semble que ça a changé beaucoup de choses. Je me référerai simplement à la guerre du Darfour, qui aurait fait, je pense, enfin je dis ça, c'est de l'histoire-ci, l'histoire conditionnelle, c'est toujours hasardeux, mais enfin,
le même conflit 20 ans plus tôt aurait fait beaucoup plus de victimes qu'il n'en a fait dans les années 2000, ce qui, disons, est une manière pour moi de montrer que le dispositif humanitaire pris dans son ensemble est aujourd'hui beaucoup plus efficace, beaucoup mieux structuré. Monsieur Arny, même question, c'est-à-dire comment ça évolue et est-ce qu'il y a plus de coordination, quel type de coordination avec les autres acteurs? Prenez bien le micro. Non, je pense que du côté des intervenants internationaux, il y a une nette amélioration, il y a une plus grande coordination, il y a un meilleur partage des tâches, il y a un meilleur séquencement aussi entre l'urgence, le post-conflit, etc. On sait aussi que les conflits sont 40% des conflits qui se terminent ont tendance à repartir sous une autre forme après, selon une étude de la Banque mondiale. Il y a une meilleure compréhension et une meilleure réponse des humanitaires, je dirais, internationaux et des agences humanitaires. Là où nous, on s'inquiète beaucoup, c'est au sujet de la vulnérabilité des soins de santé nationaux, des soins de santé locaux, des médecins qui sont dans les vallées de Colombie, des médecins qui sont dans les vallées du Pakistan, dans les vallées d'Afghanistan, des centres de santé. La vulnérabilité, là, elle est très grande. En ce qui concerne la pression qui sont faits sur les personnels de santé, pression énorme, pour des raisons justement que je décrivais tout à l'heure de récolte d'informations auprès de ces personnels de santé. Il y a plein de médecins qui disparaissent, dont on ne parle jamais. Mais lorsqu'un médecin disparaît aux 3 frontières entre la Centrafrique, le Sud-Soudan et le Congo, comme c'est arrivé en septembre dernier, ce médecin-là, il ne sera pas remplacé avant très longtemps. Et puis il couvrait probablement une zone extrêmement grande, et cette zone, tout à coup, se trouve sans couverture de santé. Alors ça, les médecins locaux et les personnels de santé locaux sont plus vulnérables que les humanitaires. Les caméras sont braquées sur les humanitaires depuis longtemps, on l'a vu avec la séquence du Liban, mais la vulnérabilité est encore plus grande, je crois, pour les personnels nationaux. Et puis l'autre élément, c'est la difficulté dans ces conflits d'aujourd'hui dont on parlait tout à l'heure, ces conflits asymétriques, la difficulté de passer d'un point A à un point B. On le voit dans une ville comme Homs, on le voit aussi dans des déplacements, dans des évacuations de blessés en Afghanistan, où des véhicules privés ou des taxis ont un mal incroyable à se déplacer, sont arrêtés, sont bloqués. Il y a une mortalité au checkpoint dont on parlera tout à l'heure. Enfin, il y a les blocages, le délai simplement, les retards dans les évacuations sont énormes. Je finirai juste par un exemple qui illustre à quel point les médecins et les personnels de santé dans beaucoup de conflits modernes sont touchés. L'exemple de l'Irak, où 18 000 sur 32 000 médecins ont à un moment donné fui tout simplement l'Irak comme des réfugiés parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur profession. Rien que dans la ville de Bagdad, en 2003, il y a eu 426 morts parmi le personnel médical local de la ville. Mais pour l'ensemble de l'Irak, c'est 18 000 médecins qui ont fui sur un total de 32 000. Donc on a un pays moderne qui avait des soins de santé développés, qui est tout à coup tombé en panne à cause d'un exode massif de personnel local. Alors les humanitaires sont en danger, mais je dirais que c'est notre métier. On a tout de même une certaine protection, ou des contacts, ou des modalités opérationnelles qui font qu'on arrive à se débrouiller la plupart du temps, mais par contre, alors, les personnels de santé locaux sont vraiment soit dans la ligne de mire, soit de manière beaucoup plus sournoise, disparaissent entre chien et loup. Il y a un nombre de disparitions qui est très, très impressionnant. Dominique Redan, je vous voyais approuver. Oui, je pense qu'il y a aussi la question du rôle des médias dans tout ça et comment ces disparitions, comment ces situations sont rapportées dans les médias. Ce qui me frappe dans la couverture de tous les événements depuis un an, c'est que les journalistes se focalisent beaucoup et longtemps sur les faits politiques, sur la description du problème politique, de l'impasse politique, etc. et mettent un certain temps et trop longtemps pour les humanitaires, à mon avis, pour les préoccupations humanitaires, à donner le micro aux habitants, à donner le micro aux médecins, à donner le micro aux gens, aux vraies vies. Et sans doute qu'on pourrait peut-être susciter des réactions plus importantes et plus rapides si le micro était donné en dehors à ces personnes-là.
fait. On va revenir sur l'impact sur les populations dans un instant, mais le colonel Angot, donc je voulais aussi vous interroger là-dessus, sur les rapports entre différents acteurs de terrain. Et notamment, on a entendu les humanitaires parler des militaires, mais comment les militaires voient-ils les humanitaires et travaillent-ils avec eux? On les voit très bien, et je vais vous donner 2 exemples qui sont à mon avis tout à fait significatifs. Aujourd'hui, lorsqu'un militaire, d'ailleurs qu'il soit médecin ou pas médecin, réalise dans son mode de raisonnement, dans son travail, l'analyse de la mission, eh bien, faire l'impasse sur les ONG présentes, c'est faire mal son travail. Et donc, on le voit lorsque nos jeunes camarades sont en formation, eh bien, systématiquement, dans l'analyse de la mission, outre les faits militaires, la présence d'acteurs non étatiques sur le terrain doit être systématiquement étudiée. Ça, c'est le premier point. Et un autre exemple significatif, dans tous les états-majors nationaux ou multinationaux, on a maintenant une cellule qui porte le numéro 9, qui est Action civilo-militaire, et qui prend bien en compte donc l'interface entre le monde militaire et le monde civil, et donc qui constitue un pont facilitateur vers ces ONG. Alors, comme le disait Ronnie Broman, c'est toujours plus facile avec des acteurs entre guillemets trivialement lourds qu'on connaît, dont on maîtrise mieux les contours, la gouvernance, qu'avec des acteurs locaux nouvellement apparus. Mais globalement, aujourd'hui, c'est une réalité qu'on prend en compte et qui est devenue familière sur les théâtres d'opération. Un petit mot pour revenir sur la désertification médiale qui était évoquée. Elle est effectivement, même pour nous militaires, moins impliquée dans le soutien de la population. Elle est quand même très marquée parce qu'on s'aperçoit que dans ces zones à haute conflictualité, lorsqu'on arrive sur place, lorsqu'on cherche à prendre contact avec une autorité médicale locale, eh bien, on prend conscience, ça a été vrai pour moi au Tchad, d'un niveau de désertification médicale dont on ne mesure pas le fond aujourd'hui. Il faut vraiment être sur le terrain pour se rendre compte combien les dispensaires locaux, combien l'hôpital local a été abandonné. Et le médecin qui a quitté cette zone de conflit ou cette zone difficile dans laquelle il s'était forcément installé avec difficulté déjà en amont du conflit, eh bien il ne va pas y revenir, ou il ne va pas y revenir de sitôt. Et donc on a un vrai effet rémanent post-incidentel de cette désertification médicale qui pèse à la fois sur les ONG, mais qui pèse aussi sur les forces armées, puisque les attentes de la population lors du rétablissement de la paix sont fortes dans ce domaine.